11 juillet 1410, à Grunwald, au nord de la Pologne, les troupes de l'ordre de Notre-Dame de Marie affrontent les armées du roi de Pologne et du prince de Lituanie. Cette bataille restera gravée dans la mémoire populaire des Allemands comme la bataille de Tannenberg. Elle sonne le glas de l'un des ordres de chevalerie les plus puissants de ce Moyen-Âge finissant, celui des chevaliers teutoniques. L'ordre des chevaliers teutoniques prend racine dans l'histoire des croisades, quand les papes appellent les fidèles à reconquérir les lieux saints tombés aux mains des musulmans. Cet appel est entendu par les chevaliers de toute l'Europe, qui trouvent là un moyen de gagner leur place au paradis. Quand notre histoire commence, en 1189, les chrétiens d'Orient ont été chassés de Jérusalem et sont confinés autour de la ville de Tyr, dans le comté de Tripoli et dans la principauté d'Antioche. Avec les croisades, une nouvelle chevalerie est apparue, puissante, qui s'est dotée de forteresses imposantes, à l'image du Krak des chevaliers. Autrefois cavaliers au service d'un seigneur, ils se sont fait moines, faisant vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il existe alors deux ordres de chevalerie, celui des hospitaliers et celui des templiers. Bernard de Clairvaux, père spirituel des croisades, oppose ces milices religieuses à la chevalerie traditionnelle. Il a fait un jeu de mots en latin, le mot milice, il l'a transformé en malice. La malicia, c'est ce qui est du côté du malin, du démon, du diable. Alors les chevaliers qui se battent, ou les chevaliers qui ont de beaux habits ou qui ont des bijoux, ils sont du côté du diable. Les vrais chevaliers, les vrais chrétiens, eh bien, ils n'ont pas de beaux habits, ils sont sales, ils ont des cheveux longs, ils ont une barbe, mais eux, ils se battent pour le Christ, donc ils représentent la bonne milice. L'homme qui a rejeté les chrétiens de la quasi-totalité de la Terre Sainte, c'est Saladin, un Kurde devenu sultan d'Égypte. Il a su unir les différents peuples musulmans et rallier le sultan de Syrie. Ensemble, ils ont écrasé les chrétiens à la bataille d'Hattin et pris Jérusalem en 1187. Comme le pape lance sa troisième croisade pour libérer la ville sainte, quelques rescapés chrétiens, autour du baron Guy de Lusignan, tentent de faire le siège de Saint-Jean d'Acre. C'est le plus grand port d'accès de la région. Coupé de liaisons régulières avec l'Europe, la situation des croisés qui font le siège de la ville n'est pas bonne. Les conditions dans le camp des chevaliers teutoniques étaient très difficiles. C'était des conditions hivernales avec la faim, la maladie. Tout ça a fait que l'armée de l'ordre teutonique était malade, faible et affamée. Or, il n'y avait pas de services médicaux dans les armées moyenâgeuses. Les malades et les blessés étaient soignés dans des hospices privés, créés par de bons chrétiens qui, par souci pour le salut de leur âme, s'occupaient des blessés. Parmi ces chrétiens, des commerçants de Brême et de Lübeck utilisent les voiles de leurs bateaux pour organiser devant les murs de Saint-Jean d'Acre assiégés un hospice de fortune. Ils constituent une fraternité de langue allemande à partir de laquelle va naître l'ordre des chevaliers teutoniques. 2 ans après le début du siège, Philippe Auguste, puis Richard Cœur de Lion, débarquent avec la plus grande armée jamais réunie pour une croisade. Malgré leur rivalité, les deux rois s'unissent et réussissent à prendre la ville. À leur tour, les troupes de Frédéric Ier Barberousse arrivent en ordre dispersé au terme d'un long voyage par la terre. La création de cet hôpital a reçu au départ le soutien du prince Frédéric de Souabe, fils du roi Barberousse, qui s'est noyé au cours de la croisade. Dès le début, donc, il y a eu d'étroites relations avec l'Empire allemand et avec la cour des Hohenstaufen. Après la prise d'Acre en 1191, l'hôpital allemand s'installe à l'intérieur de la ville,
près de la porte Saint-Nicolas. Son importance et son statut grandissent. La fraternité des pèlerins et de chevaliers allemands se transforme en un ordre de chevalerie qui devient responsable d'une partie de la ville. En 1198, un grand maître est élu, Heinrich von Walpott. Son élection marque les débuts de l'ordre qu'il doit en premier lieu faire reconnaître par le pape. Innocent III approuve sans difficulté la création de ce nouvel ordre militaire qui accroît un peu plus sa puissance, prend modèle sur les Templiers pour leurs règles religieuses et militaires et sur les Hospitaliers pour les soins aux malades. Comme tous les croisés, ils se reconnaissent à leur croix en tissu. C'est avec l'élection du 4e grand maître, Hermann von Salza, en 1209, que l'ordre des Teutoniques va connaître sa première véritable expansion. Simple chevalier, il s'est hissé à la tête de l'ordre grâce à ses qualités de diplomate et de politique. Il noue d'excellentes relations avec les deux grands pouvoirs de l'époque, celui du pape et celui de l'empereur, pourtant antagonistes. Il va devenir leur intermédiaire obligé. C'est à Saint-Jean d'Acre que se trouve le siège des trois ordres. Très vite, chacun va chercher à marquer son pouvoir. S'ils sont compagnons de lutte contre les infidèles, ils sont rivaux devant Rome et les princes chrétiens. À ce jeu, von Salza est le plus habile. Il décide de faire de l'ancien hôpital de Jérusalem le berceau de l'ordre des Teutoniques et suscite la colère des Hospitaliers. Ce sont eux qui, dès la première croisade, avaient voulu créer un lieu d'accueil pour les pèlerins allemands perdus dans ce monde de croisés dominé par les Francs. Le conflit entre les différents ordres religieux est à son paroxysme au moment de la croisade de l'empereur Frédéric II, alors qu'il est excommunié. Il est soutenu uniquement par les chevaliers teutoniques, contre l'ordre hospitalier et celui des Templiers, et contre l'Église de la Terre Sainte, ainsi que le pape. Frédéric II tranche parmi les princes partis en croisade. En février 1229, il récupère Jérusalem sans combattre, à l'issue de négociations avec Al-Kamil, le sultan de la ville. Fort de son succès, il se fait couronner roi de Jérusalem à l'église du Saint-Sépulcre. L'ordre des chevaliers teutoniques est aux premières loges. Hermann von Salza l'a dissuadé d'utiliser des éléments religieux dans la cérémonie du couronnement, sachant qu'un tel comportement de la part de l'empereur excommunié aurait conduit à dégrader plus encore les relations déjà tendues qu'il entretenait avec le pape Grégoire IX. Jérusalem est de nouveau chrétienne, et Frédéric II a montré que les chrétiens d'Orient pouvaient maintenir leur présence en Terre Sainte autrement que par les armes. Mais il quitte Jérusalem au bout de quelques jours et laisse les chrétiens d'Orient sans véritable autorité, en proie aux rivalités entre les chevaliers des différents royaumes. Pour Hermann von Salza, il est impératif de mettre son ordre à l'abri des conflits qui s'annoncent. Au prix de ses conseils, il obtient de Frédéric II le domaine de Montfort, perché sur les hauteurs de la région, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Saint-Jean d'Acre. Le château devient le quartier général de l'ordre teutonique. Au fil des ans, l'ordre fait de nouvelles recrues et essaime avant tout en Europe. Mais en 1291, la chute de Saint-Jean d'Acre oblige l'ordre à quitter la Terre Sainte, un siècle après y avoir été fondé. Les activités de l'ordre prennent de l'importance et se déplacent progressivement au-delà de la Terre Sainte. Autour de l'année 1250, on estime qu'il y a 1600 frères chevaliers, auxquels il faut ajouter les frères compagnons. Mais seulement 400 d'entre eux séjournent en Terre Sainte. Environ 600 se trouvent sur les côtes de la mer Baltique et les 600 restants sont dispersés dans différents domaines dans toute l'Europe. L'Europe connaît au XIIIe siècle une période plutôt prospère. Depuis l'an 1000,
Elle vit dans une paix relative qui a contribué à l'expansion de l'agriculture, au développement des échanges, au renouveau des villes. La ferveur religieuse qui a accompagné le lancement des croisades a aussi conduit à la construction des cathédrales. Compagnons tailleurs de pierre, sculpteurs, fondeurs, couvreurs et bientôt architectes se déplacent de chantier en chantier. Une compétition s'installe entre villes pour construire des cathédrales toujours plus hautes, toujours plus élancées. Ce sont les fidèles qui financent ces édifices. Lieu de prière, mais aussi de rencontres et de discussions, la cathédrale devient le symbole de cette puissance retrouvée des villes. Les ordres de chevalerie comme les ordres religieux profitent de ces dons. On attend des chevaliers qu'ils protègent les frontières de la chrétienté. À l'est, les tribus nomades venues d'Asie font des incursions régulières. Au sud, ce sont les Arabes qui menacent. C'est dans cette atmosphère qu'Hermann von Salza a l'idée de fonder un véritable État religieux qui serait régi par les chevaliers selon les règles de l'ordre. La tactique était toujours la même et consistait à apporter son soutien à de petits territoires chrétiens en guerre contre des païens voisins. Ainsi, les Teutoniques envahissaient ces terres païennes et y instauraient leur propre souveraineté. L'occasion se présente lorsqu'en 1211, le roi de Hongrie, André II, appelle les chevaliers teutoniques pour venir défendre les frontières orientales du royaume contre les Koumanes, tribus musulmanes d'origine turque. Venues des montagnes, elles ne cessent de harceler les peuples de Transylvanie. Les Teutoniques agissent ainsi comme une milice privée, une armée mercenaire chargée d'assurer la défense du royaume. En contrepartie, celui-ci leur cède peu à peu des domaines. Bientôt, toute une région passe sous la propriété de l'ordre. Vous protégez ma frontière et je vous donne un petit morceau de mon royaume. Alors, au début, ça fonctionne bien, mais il y a un problème, c'est que les Teutoniques ont, sans doute, ont voulu être les maîtres dans ce territoire, et ils ont commencé à faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Chevaliers aguerris, organisés, les Teutoniques dotent le territoire d'une série de fortins qui en garantissent la sécurité. Ils en profitent pour agrandir un peu plus leur domaine et fondent la ville de Kronstadt, aujourd'hui Brașov en Roumanie. Pour garantir la pérennité de leurs ouvrages, ils n'hésitent pas à utiliser la pierre, matériau pourtant réservé aux édifices du pouvoir royal. En arrivant sur le territoire du royaume de Hongrie, les chevaliers teutoniques avaient pour ambition d'y construire un État monastique, complètement indépendant. Un État qui serait indépendant non seulement de l'Église locale, mais aussi du pouvoir politique. Pour arriver à ses fins, Hermann von Salza met à profit ses relations avec le pape Grégoire IX. Il obtient de lui que les terres cédées par le roi de Hongrie passent directement sous la tutelle de Rome. Premier pas vers un contrôle direct par l'ordre. C'en est trop pour André II. Il s'appuie sur les évêques locaux pour faire appel à son tour à la justice du pape au nom de la cohésion du royaume. Le tribunal nommé par le pape donne entièrement raison au roi de Hongrie. Il confirme que, d'une part, effectivement, les chevaliers n'ont pas respecté les privilèges en vigueur en construisant des châteaux, et que, d'autre part, il cherche à éviter toute subordination au roi de Hongrie. Malgré cette décision, le pape a estimé que les chevaliers devaient demeurer sur les territoires du royaume de Hongrie. C'est inacceptable pour le roi André II et pour le prince Béla. En 1225, l'ordre teutonique est contraint de quitter la terre de Hongrie. Pour von Salza, le rêve d'un État indépendant s'éloigne à nouveau. Tout est à recommencer.
Les paysans et les marchands vont peu à peu investir les bâtiments abandonnés par les chevaliers. Les communautés villageoises, comme les échevins des cités, vont maintenir un réseau de grands domaines fortifiés uniques en Europe. Pour les chevaliers teutoniques, une nouvelle occasion se présente d'acquérir de nouveaux domaines. La Pologne, en ce temps-là, est affaiblie par des divisions intestines et au nord par les incursions des armées païennes d'origine prussienne. Comme le roi André de Hongrie avant lui, le prince de Mazovie a besoin d'une armée pour assurer la sécurité de sa principauté. Il rêve de réunifier la Pologne et de s'installer à Cracovie, capitale historique du royaume. Ce qui intéresse les princes polonais à l'époque, c'est la Pologne. Le royaume de Pologne qui est divisé en 4 ou 5 morceaux. C'est ça leur objectif politique. Ils ne cherchent pas à conquérir la Prusse. Alors s'il y a un ordre militaire qui vient, qui protège la Mazovie, qui prend la Prusse, c'est pas grave. Et pendant un siècle à peu près, entre la Pologne et les Teutoniques, il y a eu de très bonnes relations. C'est après qu'il y a eu des problèmes. En échange des services de l'ordre, Hermann von Salsa reçoit de Conrad de Mazovie la terre de Elmno. Un document réglant les conditions légales de cette cession est alors signé par le prince. L'original de ce document a disparu depuis. Ne reste que des copies. Des historiens disent ce texte est faux. D'autres disent il est vrai. Moi, je crois qu'il est vrai, mais qu'il a été fabriqué. Conrad l'a vraiment signé, il n'a pas été obligé de le faire, mais ça a été fabriqué par des juristes qui travaillaient au service de l'ordre et qui ont voulu donner aux Teutoniques un texte parfait, pour ne rien oublier, pour avoir tous les droits possibles dans une région. Hermann von Salsa a tiré les leçons de son échec en Hongrie. Cette fois, l'ordre doit être légalement souverain sur les territoires qu'il conquiert. Seul le pape a le pouvoir de leur octroyer cette souveraineté. En 1234, par un décret signé à Rieti, le pape accorde un privilège à l'ordre. Plus tard, en 1235, Frédéric II du Saint-Empire lui remet la bulle d'or. C'est un document pontifical officiel, scellé par un sceau en or. Ce document est cependant rétrodaté à 1226, date à laquelle a été décidée l'expédition prussienne. La chronique de l'ordre tenue par l'un des siens, Peter von Duisburg, raconte que von Salsa commence par envoyer 3 chevaliers en reconnaissance sur cette terre nouvelle. Cette même chronique rapporte aussi que le premier ouvrage des Teutoniques aurait été une tour de guet installée dans un arbre. Ce qui est sûr, c'est qu'à la toute fin de sa vie, von Salsa aura réalisé son rêve, doter son ordre d'un territoire à gouverner. Ils ont construit comme ça plusieurs fortifications le long de la Vistule. Et ça a donné une base de départ pour les conquêtes, et puis aussi une ligne pour pouvoir résister aux attaques des Pruthènes. Et une fois qu'ils ont atteint la mer Baltique, alors après, ils ont été vers l'est. Et ils ont suivi la côte de la Baltique, et là aussi, ils ont construit des forteresses à Balga et jusqu'à Königsberg. L'ordre se déploie alors sur tout le territoire de la Prusse. Dans leur avancée vers le nord, les chevaliers rencontrent un autre ordre croisé, celui des frères de Jésus-Christ. Tous les deux font alliance et continuent leur conquête vers l'est. Mais en avril 1242, ils se heurtent à la puissante armée russe du prince Alexandre Nevski. Bientôt, les deux armées se font face sur le lac gelé de Peipus. Héros de cette bataille, le prince Alexandre Nevski est devenu un personnage mythique, magnifié par le cinéaste soviétique Eisenstein dans ce film commandé par Staline. Les armées russes infligent une lourde défaite aux chevaliers teutoniques, dont ils stoppent à jamais l'expansion à l'est. Pour l'ordre teutonique,
Il s'agit désormais de se déployer à l'ouest, au nord du royaume de Pologne, qui sous l'impulsion du prince Ladislas Wojciech retrouve petit à petit son unité. Signe de cette ère nouvelle, le prince Ladislas s'installe dans le château de Wawel à Cracovie, berceau historique des rois de Pologne. En 1308, comme son prédécesseur, il fait appel aux chevaliers teutoniques, cette fois pour repousser des troupes allemandes du duché de Brandebourg qui ont pris la ville de Danzig. Une fois leur mission accomplie, les chevaliers prétextent un différend sur la somme dont devait s'acquitter le prince pour massacrer la garnison du château et s'emparer à leur tour de la ville. Ils prennent la ville de Gdansk et en une année, ils font la conquête de la Poméranie. À ce moment-là, pour la Pologne, les Teutoniques sont devenus dangereux. Par cet acte, l'ordre a montré sa puissance. Il se lance dans la création d'un véritable État, une principauté qui regroupe des populations diverses. Allemands, Prussiens, Polonais, certains chrétiens, d'autres païens. Il fait de Malbork sa capitale et y bâtit un imposant palais fortifié, l'un des plus grands châteaux de l'Europe féodale. Le rêve d'Hermann von Salsa devient réalité. Au XIVe siècle, les Teutoniques imposent aux populations locales un état d'une nature politique inédite. Le grand maître, le Hortmeister, est au sommet de la hiérarchie, mais son pouvoir est loin d'être absolu. Il est élu à vie par un chapitre de 13 électeurs. Le grand maître est le chef de l'ordre teutonique. Il est désormais aussi le chef d'un État qu'il dirige par l'intermédiaire d'un grand conseil. C'est ce grand conseil qui est le véritable gouvernement de cette principauté. Il comprend 5 grands officiers. Le grand commandeur prend toutes les décisions concernant les dépenses. Le grand maréchal est le commandant des forces armées. Le grand commissaire, le responsable de l'administration. Le grand trésorier, le responsable des finances. Et le grand hospitalier veille aux soins des malades dans les hospices et à l'application de la règle. L'État que l'ordre teutonique avait instauré en Prusse était un État reconnu à l'échelle européenne. Le pouvoir avait une structure de corporation où les hautes fonctions de l'administration ne pouvaient être exercées que par les membres de l'ordre teutonique. Cela ne signifie pas que les élites politiques des villes et des chevaliers ont été exclus de la vie politique. S'il fait régner l'ordre sur tout son territoire, le Conseil n'hésite pas à consulter les bourgeois des cités et les nobles prussiens, comme cela se fait en Europe. Il y a des choses qui sont très modernes dans ce que font les Teutoniques. Ils contrôlent très bien leur territoire. Ils fixent très bien les frontières. Ils ont divisé le territoire avec le système des châteaux et ce que les ordres militaires appellent les commanderies. Donc c'est des territoires. Et tout le territoire, tout l'espace de l'État donc, est divisé en commanderies. Ils ont un service de poste de chevaux qui transportent le courrier qui est connu dans toute l'Europe pour être très efficace. Pour assurer les communications entre les commanderies et dans toute la principauté, l'ordre a développé un service de courrier unique par sa régularité en Europe. En 2 jours, on peut ainsi communiquer d'un bout à l'autre de l'État. Grâce à cette poste avant la lettre, l'administration acquiert une efficacité inédite à cette époque. L'ordre bat monnaie qui a cours dans tout l'État. Un système de taxes sur les échanges garantit le financement de l'administration. La puissance de l'État s'appuie sur des finances publiques saines, tandis qu'à l'Ouest, les monarques européens s'endettent lourdement alors qu'ils tentent de bâtir de véritables États souverains. L'Europe occidentale plonge dans une période de régression. L'État teutonique reste à l'écart de ces tourments. L'ordre allemand a également exercé des activités commerciales, principalement des céréales à partir de Malbork et de l'ambre jaune à Königsberg. L'ambre était ensuite envoyé à Lübeck, puis à Bruges, pour décorer les livres de prière.
villes de la principauté sont membres de la Ligue hanséatique, une association de villes marchandes. Aux côtés de l'ordre, les commerçants prussiens échangent céréales et bois partout en Europe jusqu'en Flandre et vers le monde méditerranéen. Une bourgeoisie urbaine se développe sur tout le territoire. Danzig devient le plus grand port de la Baltique. Dans cette région qui comprend des milliers de lacs, le poisson est abondant et présent sur toutes les tables. Mais on y trouve aussi des fruits et des épices exotiques. L'art de la cuisine se développe, les plats, viande ou gibier, se sophistiquent. La légende raconte que le seul brigandage jamais commis dans cet état l'a été par des cuisiniers. Ils auraient percé le plafond de leur cuisine pour accéder au coffre de l'ordre. Les repas sont pris selon la tradition monastique. Au réfectoire, sur de longues tables, chacun placé sans vis-à-vis, dans l'écoute d'un texte de la Bible lu par l'un des frères. On mange encore avec les doigts. On boit de l'eau et de la bière produite localement, à l'occasion du vin allemand et italien. Les chevaliers font preuve d'ingéniosité dans la conception de leurs bâtiments. Ils mettent au point un système de chauffage par circulation d'air chaud à l'intérieur des sols. Ils prêtent attention à la circulation des eaux propres et usées et conçoivent un système original de toilettes. Un diable qui fait ses besoins indique la direction de ces lieux placés de manière à ne pas gêner le bien-être des occupants. Ce souci d'hygiène est là encore un trait inhabituel à l'époque. On voit des fortifications qui ont des plans qui se ressemblent beaucoup. Ça, c'était volontaire. Le grand maître de l'ordre voulait qu'on voit partout son pouvoir. Bientôt, chaque bourg est doté d'un château qui loge à la fois les chevaliers et abrite l'administration. Les châteaux ont généralement 4 ailes indépendantes, avec des tours aux angles et une 5e tour plus élevée, comme une sorte de donjon. Les toits sont conçus de manière à déborder des façades et rendre la prise des bâtiments plus difficile. Toute l'architecture, y compris religieuse, se plie peu à peu à ces règles de construction fortifiée. Les cours y jouent un rôle important car c'est le seul moyen de passer d'une aile à l'autre, d'un bâtiment à l'autre. L'ordre recrute dans tout le Saint-Empire germanique, mais uniquement auprès des nobles qui doivent justifier de 4 générations dans la noblesse. Ceux qui veulent s'engager doivent prononcer les vœux monastiques et prêter le serment de combattre les ennemis du christianisme. Il y a alors à Königsberg une sorte d'institution, on imite la table ronde des légendes, c'est une table d'honneur, et donc ceux qui se sont très bien battus ont le droit donc de s'asseoir autour de cette table. Il y a un banquet avec la présence du grand maître de l'ordre teutonique, et après on peut revenir chez soi et on est très honoré parce qu'on a été reçu par le grand maître de l'ordre. On a été reçu ou à Marienburg ou à Königsberg et on a été autour de cette table. Peu à peu, l'ensemble de la chevalerie européenne regarde vers cet État qui brandit haut les valeurs de son ordre. On s'y retrouve volontiers à l'occasion de réjouissances et de razzias qui peuvent durer plusieurs semaines. Ces rencontres sont aussi l'occasion d'incursions en territoire païen, une manière pour les invités de montrer leur bravoure et pour les teutoniques d'impressionner tous ceux qui seraient tentés de menacer leur pouvoir. On y croise le futur Henri IV d'Angleterre ou le comte de Boucicaut. Ce chevalier, qui a combattu un peu partout en Europe, est un des plus illustres représentants de la chevalerie féodale. Maréchal de France, il est fait prisonnier par les Anglais à la bataille d'Azincourt. Au Moyen-Âge, les grandes batailles, avec les 2 armées en face, c'est assez rare. Souvent, au Moyen-Âge, on préfère se battre en faisant des petites attaques isolées. On va attaquer un château, on va brûler des villages, on va tuer des paysans. On fait un peu des razzias. L'ordre accueille aussi ceux qui cherchent à faire pénitence pour quelques mauvaises actions. Là, ils peuvent combattre auprès des chevaliers de l'ordre les païens du Nord.
Ils perpétuent à leur manière brutale la tradition des croisades. En été, quand les fleuves étaient secs, mais également en hiver, quand ils étaient gelés, ils avaient l'habitude de partir de Ragnit vers des terres dites sauvages, pour une expédition de 2 ou 3 jours. Ils arrivaient alors en Lituanie et se livraient avant tout à des pillages. Mais la difficulté consistait à rapporter leur butin, du bétail et des êtres humains, dans un endroit sûr, à Königsberg ou à Ragnit, le plus rapidement possible pour éviter que les troupes lituaniennes ne les rattrapent. Mais en 1385, un événement va bouleverser le rapport de force entre les chevaliers et leurs voisins. L'histoire nous est rapportée par le grand chroniqueur polonais Jan Długosz. Elle commence quand les nobles de la Diète polonaise désignent comme nouvelle souveraine Edwige d'Anjou. En juillet 1386, elle épouse le prince Ladislas Jagellon, souverain de la Lituanie proche. Il est à son tour désigné roi de Pologne par les nobles du pays. Par ce mariage, la Lituanie est baptisée. Elle entre ainsi dans le concert des nations chrétiennes. Si on se bat contre des païens, il n'y a pas de problème. Mais si on se bat contre des chrétiens, là, c'est plus difficile à justifier. Et les Teutoniques ont voulu continuer la guerre contre les Lituaniens. Ils ont dit Jagellon n'est pas un vrai chrétien. Il a fait semblant. Ils ont aussi accusé le prince Witold, etc., les princes de la région. Et ils ont dit nous avons en fait affaire à des païens, ce ne sont pas des chrétiens. Nous avons le droit de continuer les guerres. En 1409, une insurrection éclate dans un territoire lituanien contesté par l'ordre. La Lituanie nouvellement catholique n'hésite pas à soutenir cette révolte pour une terre qu'elle estime sienne. La Pologne apporte un discret soutien à son allié lituanien. Un nouveau grand maître, Ulrich von Jungingen, est élu. C'est un guerrier, un partisan de la fermeté vis-à-vis de cette nouvelle alliance entre la Pologne et la Lituanie. La tension monte entre les deux pays et l'archevêque Nicolas Kurowski est envoyé par la Pologne à Malbork pour mettre en garde le grand maître. Dans sa chronique, Długosz rapporte ainsi les propos de l'émissaire. « Maître, lui dit-il, sachez que nous ne vous laisserons pas envahir la Lituanie, notre allié, sauf à faire de même chez vous en Prusse. » Le grand maître répond « Je préfère alors attaquer la tête que les membres, les villages et les villes plutôt que les campagnes désertes. » Ulrich von Jungingen déclare ainsi la guerre à la Pologne. Les troupes prussiennes franchissent la frontière, envahissent le nord de la Pologne, détruisent les châteaux et brûlent des villages. Le roi Jagellon lance une contre-offensive, mais ne peut reprendre que la cité de Bydgoszcz. Avant le déclenchement de la Grande Guerre, les Polonais et les Lituaniens se trouvent bien seuls sur le terrain diplomatique de l'Europe centrale et occidentale pour régler le conflit avec l'ordre teutonique. Les principaux dirigeants d'Europe centrale, le roi de Bohême, le roi de Hongrie, le souverain de l'Empire allemand, les princes de Poméranie, étaient en effet tous du côté de l'ordre teutonique. Une intense activité diplomatique agite les deux camps, qui envoient des émissaires aux quatre coins de l'Europe. Il faut nouer des alliances pour prendre l'avantage dans la bataille qui s'annonce. L'ordre teutonique obtient le soutien du roi de Hongrie, Zygmunt de Luxembourg, qui masse ses troupes sur la frontière avec le royaume de Pologne. Les ateliers de métallurgie, très développés dans les deux pays, sont mis à contribution. Il faut fournir épées, boucliers, lances, arquebuses et même canons. Chaque pays active ses réseaux d'espions pour connaître les préparatifs et les plans de l'autre camp. À ce jeu, les Polonais prennent l'avantage. En décembre 1409, à Brest-Litovsk,
s'est tenue une réunion secrète entre le roi Ladislas Jagellon, le grand-duc Witold et le chancelier de la couronne Nicolas Traba. Lors de cette réunion, un plan de campagne est établi pour 1410. Ce plan prévoit plusieurs attaques simultanées en divers points du territoire prussien par les troupes polonaises et lituaniennes. L'objectif est d'empêcher l'armée de l'ordre de deviner la cible principale de la manœuvre, le cœur de l'ordre et de son gouvernement, la forteresse de Malbork. Mais pour arriver à leur fin, les alliés polonais et lituaniens doivent assurer la jonction de leurs différentes troupes, puis franchir la Vistule. Les Polonais imaginent alors la construction secrète d'un pont mobile qu'ils cacheront dans la forêt et pourront mettre en place au dernier moment. Tout au long de l'hiver, c'est un ingénieur avant la lettre, le maître Jaroslav, qui conçoit cet ouvrage de 500 mètres de long, capable d'assurer le passage de 20 000 cavaliers. En juin 1410, c'est la guerre. Les troupes polonaises attaquent la Prusse en plusieurs points. C'est une complète surprise pour le grand maître. Il assiste impuissant à cette première attaque dont il ne devine pas encore la logique. Des éclaireurs l'informent que les assaillants ont franchi la Vistule. Il comprend alors que leur objectif final est Malbork, au cœur de son État. Jan Długosz écrit « Le roi de Pologne, après avoir atteint la Vistule avec son armée et toutes ses machines de guerre, franchit alors le magnifique pont qui reposait sur un bateau. Le grand maître décide de lancer à son tour ses chevaliers et leurs canons dans la bataille. Ce sont deux armées qui ont une vision de la guerre mobile. On n'attend pas l'ennemi sur place, on va se déplacer. On fait des chevauchées et on voit très bien, avant la bataille de Tannenberg, on voit très bien les déplacements des armées, des Teutoniques ou des Polonais. Les armées développent une véritable guerre de mouvement. Les Polonais appliquent leur plan. Une fois les troupes réunies, ils marchent vers Malbork. Mais il leur reste encore à franchir la rivière Dwenca. Les chevaliers teutoniques ont été assez prévoyants. Ils avaient bien envisagé la possibilité que Jagellon essaye de traverser la rivière Dwenca en direction de Malbork. Ils ont aussi pu déterminer l'endroit où cela pourrait avoir lieu, à savoir près du village de Kursetnik, parce qu'à cet endroit, il y avait un passage à gué sur la rivière. Et les chevaliers ont renforcé cet endroit en juin, avant le début de la guerre. La chronique raconte qu'en arrivant sur la rivière Dwenca, les avant-gardes polonaises tombent par hasard sur les avant-postes des Teutoniques. Comprenant à son tour que les chevaliers teutoniques barrent le passage par la rivière, Jagellon décide de changer ses plans. Il retourne sur ses pas avec toute son armée et, dans une manœuvre éclair, s'empare de la ville de Dąbrówno. La ville ouvre la route de Malbork à travers un passage étroit encadré par 2 lacs. Dans la bataille pour prendre la ville, une série d'incendies se déclare qui en rendent la traversée difficile. La lueur des feux informe les armées teutoniques de la position des armées de Jagellon. Dans la nuit du 14 au 15, autour de minuit, le grand maître se dirige avec toute son armée dans la direction de Tannenberg. L'armée traverse 23 ou 24 kilomètres et à environ 8 heures du matin, elle se retrouve à une courte distance des troupes polonaises, alors en plein repos. L'armée de Jagellon a pu se reposer toute la nuit. Ils font leurs derniers préparatifs dans la fraîcheur de la forêt.
Les Teutons, eux, ont marché toute la nuit et attendent à découvert. Dans chaque camp, on prie pour la victoire. Yaguelon, dont les troupes sont à l'abri de la chaleur, veut attendre que le soleil continue d'affaiblir les troupes teutoniques. C'est la plus grande bataille qu'ait jamais connue l'Europe chrétienne. Dans la plaine de Grunwald, il y a 20 000 cavaliers polonais, 10 000 lituaniens, contre près de 20 000 hommes des troupes de l'ordre. Les deux armées se font face. Les Polonais sur l'aile gauche, les Lituaniens sur l'aile droite. Devant, les Teutoniques sur plusieurs lignes et disposant d'une armée de réserve. Von Jungingen s'impatiente et envoie 2 émissaires. La chronique rapporte que Yaguelon lui fit la réponse suivante: « J'attends que Dieu me montre le bon moment. » C'était très efficace comme propagande, parce que le roi de Pologne pouvait dire qu'il agissait en conformité avec la volonté de Dieu, que Dieu l'avait mené sur le champ de bataille et promis à la victoire. Selon l'enseignement de saint Augustin, il est dit que les jugements divins se manifestent sur le champ de bataille. Quand le soleil est au plus haut, Yaguelon décide de lancer d'abord les cavaliers lituaniens. La charge est violente, et la réponse des canons de l'ordre est meurtrière. Comme les cavaliers lituaniens sont partis en avant pour se reformer ensuite. Les chevaliers teutoniques ont d'abord cru à une fuite. Et ils se sont séparés pour partir à leur poursuite. Et c'est ainsi que les armées polonaises et lituaniennes ont attaqué par le centre. Les troupes de l'ordre partent alors à la poursuite des troupes lituaniennes et menacent de prendre le reste des troupes polonaises en tenaille. Pour éviter de se faire encercler, les Polonais entrent à leur tour en action et montent vers la cavalerie teutonique. Le choc est violent, mais les Teutoniques parviennent à s'emparer du drapeau polonais et chantent victoire. Mais la bataille n'est pas finie. Assaut après assaut, les cavaliers polonais reprennent l'avantage et leur drapeau. Dans une nouvelle manœuvre, le grand maître regroupe ses troupes pour une dernière attaque. En vain, les chevaliers teutoniques sont encerclés et le grand maître est tué, ainsi que de nombreux hauts dignitaires de l'ordre. Un éclaireur part annoncer la défaite de l'armée teutonique à Malbork, vidée de ses soldats et de ses armes. Mais les armées polonaises et lituaniennes mettent 3 jours avant de partir vers Malbork, le centre névralgique de l'ordre teutonique. L'ordre met à profit cette pause pour renforcer Malbork et concentrer plus de troupes pour faire face à l'état de siège. Alors que les rescapés affluent en désordre dans la cité, von Blauen, un des généraux de l'armée teutonique engagée sur les autres fronts, est rappelé dans la capitale. Devant la débâcle de l'armée, il s'empare du pouvoir. Il organise la défense de Malbork.
Pendant la nuit, les premiers soldats polonais arrivent. Une bataille commence au pied des remparts. « 4000 défenseurs du château s'opposent aux troupes de Jagellon. Les combats sont violents et les pertes polonaises sont plus lourdes que sur le champ de Grunwald. Après 2 mois, les Polonais lèvent finalement le siège. Un an après la bataille de Tannenberg, quand il y a la paix entre la Pologne et l'ordre, la paix de Thorn en 1411, eh bien les conditions imposées aux Teutoniques ne sont pas très dures. Ils ont une amende à payer, ils doivent donner quelques territoires, mais ils ne donnent pas tous les territoires que les Polonais auraient voulu. Et ça prouve qu'il y avait eu une défaite grave, mais que la Pologne n'avait pas assez de force pour imposer à l'ordre une paix qui soit une paix plus rude. Finalement, c'est une paix qu'on peut appeler presque un compromis. Quels que soient les marchandages territoriaux, l'État teutonique reste vulnérable, encerclé par le Royaume-Uni de Pologne et de Lituanie. En novembre 1414, le concile de Constance est convoqué pour mettre fin au schisme qui divise l'Église d'Occident. Les évêques doivent aussi trancher sur le différend territorial qui oppose les Teutoniques à la Pologne. Chaque camp fait valoir ses arguments. Le dominicain Jan Falkenberg, qui représente l'ordre teutonique, accuse le roi de Pologne de ne pas se comporter en souverain catholique. L'accusation est grave et provoque la réprobation d'une partie des évêques. Les juges de l'Inquisition sont saisis et Jan Falkenberg est condamné pour ses propos jugés diffamatoires. C'est un échec pour les Teutoniques et leur diplomatie. En février 1454, la Confédération prussienne organise un soulèvement contre l'ordre teutonique. Un soulèvement qui se termine par un succès éclatant. La plupart des châteaux teutoniques sont pris soit par les bourgeois, soit par des chevaliers prussiens. Et le roi de Pologne, Casimir Jagellon, n'aura aucune crainte d'accepter l'offre des États prussiens et d'incorporer l'État teutonique dans le royaume de la Pologne. Le soulèvement des Prussiens déclenche une guerre civile qui va durer 13 ans. L'ordre ne disposait plus ni de moyens financiers ni de moyens militaires. Et il n'arrivait pas à payer leurs soldes aux Tchèques et aux Silésiens qui les servaient. Donc, Ulrich Savonka, le commandant tchèque de Malbork, a pris contact avec d'autres chefs qui avaient des châteaux et des villes sous leur commandement. Et il a menacé de vendre ces châteaux au roi Casimir pour pouvoir payer leurs soldes. En 1457, le grand maître doit vendre son château afin de payer les soldats qu'il a engagés pour défendre ce qui lui reste de pouvoir. Il doit se résigner à quitter Malbork, qui n'a finalement jamais été envahi. Königsberg devient la nouvelle capitale de cette fédération de villes et de villages, de paysans et de bourgeois, qui est encore juridiquement sous l'autorité de l'ordre monastique. Celui-ci perd peu à peu ses domaines, ses édifices, et avec eux la possibilité d'exercer son autorité sur une population qui ne veut plus être gouvernée par des religieux. La guerre contre la Pologne et la Lituanie, la rançon payée pour prix de la paix, ont ruiné les finances de l'ordre. Pour les populations,
L'ordre militaire trop longtemps imposé par la force est devenu insupportable. En fin de compte, la solution est venue en 1525, quand Albrecht Hohenzollern, grand maître de l'ordre, a décidé d'adhérer à l'enseignement de Luther et par ce fait a sécularisé l'ordre. La Prusse est devenue un État luthérien et le prince Albrecht, un prince qui reconnaissait la suprématie de la couronne du royaume de Pologne et qui en est devenu le vassal. L'histoire 3 fois centenaire de l'ordre teutonique se termine ainsi. L'ordre revient à la tâche qui en fut le fondement, la charité. Aujourd'hui encore, des hommes continuent de pratiquer cet idéal. La véritable chevalerie n'est pas déterminée sous la forme d'une épée de combat, mais plutôt par l'engagement au Christ roi, la protection et la défense des victimes opprimées, méprisées et des nécessiteux. C'est l'attitude des frères, sœurs et familiers de l'ordre teutonique d'aujourd'hui, toujours fidèles à la devise d'aider et de guérir ensemble. La principauté que les teutoniques ont gouvernée pendant plus de 2 siècles est devenue le berceau de l'État prussien. L'histoire mouvementée de l'ordre se fait mythe, revendiquée tour à tour par les nationalistes slaves et allemands. Restez avec nous. Dans un instant, nous ferons plus ample connaissance avec Godefroy de Bouillon, chef légendaire de la première croisade, un mythe à déconstruire.